bonsoir à tous. Elisabeth S, je suis en charge de la coordination du CIRIC à l'Institut Curie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la 4e fois. Je suis accompagnée, donc, comme à l'accoutumée, par Dominique Stopalione, qui est tout au bout de cette table. Donc, Dominique, qui est responsable du service de génétique à l'Institut Curie, et entre autres également en charge de la commission institutionnelle d'éthique et du groupe de démocratie en santé du CIRIC. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir Pierre Lombrail, Pierre qui est professeur des universités dans le domaine de la santé publique et qui est également praticien hospitalier à l'université Paris 13. Juste professeur. Comme ce webinaire en fait partie d'une série de 4, j'aimerais faire un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, pour redonner quelques éléments de contexte. Donc déjà pour vous dire que nous avons eu 3 rendez-vous. Le premier au tout début octobre, au cours duquel Alain Livartowski nous a expliqué de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de données de santé. Nous avons ensuite eu Catherine Bourguin qui est venue nous parler des données de santé, pourquoi faire. Et puis la semaine dernière, nous avons eu une intervention d'Emmanuel Rial-Sibag qui est venu nous parler de la protection des données de santé. Donc également, je voudrais vous rappeler que ce rendez-vous se passe à l'initiative du groupe de démocratie en santé du CIRIC, notamment dans le cadre d'une réflexion sur l'implication des patients dans l'utilisation de leurs données génomiques. Cette série de webinaires a été organisée par un petit groupe constitué de José Fernandez, qui est directeur des data à l'Institut Curie, également Astrid Lang, qui est responsable de la sécurité des services informatiques et également déléguée à la protection des données, toujours à l'Institut Curie. Nous avons eu l'aide de Catherine Bourguin, donc, qui est généticienne, sociologue, directrice de recherche INSERM et qui est également directrice du CERMES 3. Et nous avons eu l'aide de Amber Anira, qui est également présente ce soir, que vous ne voyez pas, mais qui nous aide sur les aspects techniques. Et nous avons travaillé, Dominique et moi, également au sein de ce groupe. Et puis l'aide d'Elisabeth S. J'ai fait partie du groupe, effectivement. Et donc, je voulais également vous rappeler que l'objectif de cette série de webinaires, en fait, on a fait le constat au sein du groupe de démocratie en santé du CIRIC du fait que les données nous entourent de plus en plus, elles font de plus en plus partie de nos vies, et c'est le cas également des données de santé. Il nous a semblé important de pouvoir présenter sur une série de webinaires les données de santé et toutes les questions soulevées par leur utilisation. Voilà, donc je pense maintenant, Dominique, te laisser la parole. Merci Elisabeth. Enfin, de façon très courte, c'est juste voilà, pour vous rappeler l'organisation de ce webinaire. Donc il y aura une présentation, une intervention donc, de Pierre Lombrail pendant une vingtaine de minutes. Donc là, je vous demande même d'avoir caméra et micro fermés. N'hésitez pas cependant, même pendant ces 20 minutes, de noter les questions ou commentaires que vous pouvez avoir sur le fil de la conversation. Puis, donc, deuxième temps, 20 minutes, un temps égal, large, donc pour la discussion, où donc là, vous interviendrez, là encore, sous forme de questions ou commentaires. Donc, merci de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà. Donc, je propose de commencer tout de suite. Voilà. Juste dernier point, donc c'est enregistré. Vous aurez la possibilité de réécouter ce webinaire, mais ça veut dire aussi que c'est enregistré. Et si vous intervenez, vos propos le seront. Bien, bonjour. Merci, mesdames, pour l'invitation. Je disais animal bizarre parce que professeur des universités, j'étais PUPH de santé publique. Donc à l'université Paris 13, qui s'appelle maintenant Sorbonne Paris Nord, donc USPN, c'est ça que ça veut dire. Et j'étais donc praticien hospitalier à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors, avant de commencer, donc, je vous déclare mes liens d'intérêt. Donc, je viens de déclarer le premier. En clair, je suis un fonctionnaire public et ça se sentira dans mes interventions. Quelque part, je défends un certain point de vue.
Les liens d'intérêt associatifs que j'ai mentionnés ne me semblent pas de nature à influer beaucoup sur ce que j'ai à vous dire, encore que quand on traite de données dans le monde humanitaire, on est très sensible à la protection des données. Et puis, bon, voilà, peut-être le lien principal, et qui est une des raisons de ma présence, c'est que je suis membre du comité d'éthique de l'INSERM, et plus particulièrement en charge d'un groupe qui s'intéresse aux données massives de santé. Voilà, et donc ce groupe démarre. Nous avons présenté un point d'étape il y a 2 semaines, après une demi-année d'exploration du sujet, donc je n'ai pas la prétention d'avoir une vision définitive, bien loin de là, mais je vais essayer de partager avec vous un point d'étape de la réflexion, enfin, m'appuyer sur. Pourquoi? Parce que depuis que le groupe a été lancé, on le savait bien évidemment, un arrêté est paru sur le traitement de données à caractère personnel dénommé Système national de données de santé. Les gens qui sont autour de cet écran le savent, dans lequel un accès permanent est désormais accordé aux chercheurs institutionnels, qu'ils appartiennent aux grands organismes ou aux établissements de santé, et notamment les centres de lutte contre le cancer. Et donc, première façon de camper le décor, si on parle de valeurs, c'est parce que manifestement ces données intéressent beaucoup de monde, pour des raisons diverses, et qui ne dédouanent pas du respect de certaines obligations juridiques et éthiques. Parmi elles, l'information. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire avec la valeur des données? Écoutez, je suis convaincu qu'il n'y aura de données de qualité, donc exploitables, donc de valeur, que ceux qui les fournissent sont en confiance suffisante pour fournir des données de qualité. Et la meilleure façon d'obtenir ceci, c'est qu'elles soient informées. Je sais que c'est une tâche difficile, on y reviendra probablement. En tout cas, vous savez comme moi que c'est quelque chose à quoi les associations de malades sont très attentives. Ça faisait partie des questions qui étaient posées en introduction de ce dernier webinaire du cycle, en tout cas. Le rôle des associations, il est majeur. Alors, le document que je vous présente n'est pas directement en rapport avec les données de santé, mais quand même, il vous montre bien une préoccupation pour l'information générale et surtout pour des inégalités d'accès à l'information. Alors, je lis le journal, probablement comme pas mal d'entre vous, et donc j'ai parfaitement conscience de certaines prises de position que je respecte naturellement, que je partage sur le fond de l'exposé du titre en tout cas. Évidemment, si ces données ont une telle valeur, il faut qu'on puisse les utiliser. Et dans de bonnes conditions, ça sera un des 2 fils rouges de mon intervention. Alors je sais bien que beaucoup se plaignent, et pas seulement les chercheurs, aussi le monde industriel et notamment les startups. Voilà. Et au passage, les startups disent bon, vos données c'est vachement important, mais finalement elles valent rien. Alors il y aurait une petite contradiction à lire cet extrait. En clair, vos données ne valent rien tant que moi je ne m'en suis pas occupé dans la finalité qui est la mienne, start-upper. Bon, c'est une façon de voir les choses, bien évidemment. Mais je suis rassuré puisque mes données sont dans le cloud maintenant. Et vous avez peut-être vu en 4e de couverture d'un grand journal du soir aussi annoncé le cloud de confiance nationale, dit souverain. La phrase introductive de la présentation, c'est « Les données sont un actif vital pour les entreprises et les institutions publiques ». Voilà, je vous ai dit que j'étais de parti pris, je suis fonctionnaire public. Ce que je note, c'est qu'il y a un ordre dans cet énoncé. Alors,
Dire que les données ne sont pas accessibles, ça dépend pour qui. Et il y a déjà des travaux, effectivement, qui montrent l'importance, donc la valeur des données qui sont dans des bases séparées, qu'il faut effectivement concaténer pour pouvoir produire une information, enfin l'information que l'on cherche. L'évaluation de l'efficacité de la vaccination Covid en conditions réelles de vie, en vie réelle, c'est la formule consacrée, je crois, a été effectivement rendue possible par le croisement des bases de données de l'assurance maladie, du système d'information vaccinale et des données du programme de médicalisation des systèmes d'information. En gros, il faut savoir qui a été vacciné, qui ne l'a pas été, qui a été hospitalisé, qui ne l'a pas été, éventuellement avec quelques considérations géographiques. Ça, c'est les bases de l'assurance maladie qui permettent de géocoder l'appartenance des personnes. Et donc, on vérifie que la vaccination est efficace. Vous le saviez déjà, oui, mais avoir la possibilité de le montrer, de le quantifier, de pouvoir suivre l'efficacité avec l'apparition de variants, etc., vous savez que ce n'est pas un one-shot, c'est pouvoir suivre l'évolution qui est formidablement important. Et donc, oui, les données qui sont dans les grosses bases de données qu'on qualifie souvent de manière un peu péjorative de médico-administrative, ont une importance fondamentale pour, alors là, dans le cas particulier, la santé publique. Alors, si je vérifie le temps que je n'ai pas encore débordé, et si j'en viens, après cette introduction, à la valeur des données, une façon qui m'a déjà été suggérée par Catherine Bourguin, si elle ne l'avait été par Alain Livartowski dans les séances préliminaires de ce webinaire, j'ai fait une catégorisation en 3 plans. Pour moi, pour ceux qui sont à la manœuvre, on va dire dans la soute, c'est pas un très joli mot. Et puis ensuite, il y a ceux qui font le travail entre guillemets noble, ceux qui les utilisent. Alors la valeur pour moi, elle est évidente. Elle est évidente. Elle est évidente pour mes soins. Effectivement, un professionnel de santé a besoin de savoir un minimum de choses sur moi. Et s'il a besoin de tout savoir, bon, ça c'est déjà une question à laquelle on peut réfléchir, mais bon, pour me soigner, un professionnel de santé a besoin d'informations sur moi, et si elles sont déjà résumées, préformatées dans un dossier médical, c'est du temps gagné pour la qualité d'interaction. Et puis, dans une période de maladie chronique, et je sais qu'on est dans un institut de lutte contre le cancer, s'il y a bien une maladie chronique, c'est bien celle-là. Dans cette maladie, de nombreux intervenants, ces maladies, de nombreux intervenants de santé sont amenés à intervenir auprès d'une même personne. Sinon, d'ailleurs, vous n'auriez pas inventé les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et ces personnes ont besoin de l'information actualisée au moment où elles interviennent dans votre trajectoire de soins. Donc oui, avoir un dossier au moment de la consultation, mais un dossier qui s'actualise et qui s'incrémente au cours de votre parcours, c'est formidablement important, encore une fois, pour vos soins. Et puis, comme j'ai l'esprit mal tourné, que je suis un peu professeur de santé publique encore, avec un intérêt pour les inégalités sociales de santé marquées, je vous rappelle que je travaille dans le 93, tout ceci en tenant compte de l'appartenance sociale des personnes, ce qui est trop peu fait, vous le savez probablement. Alors, le deuxième plan, c'est important pour ceux qui les produisent ou qui les mettent en forme. Voilà, Catherine Bourguin nous expliquait que la donnée brute, oui, mais elle a besoin d'être mise dans un format qui permette son traitement statistique. Ça, c'est un travail. Et c'est un travail dont on minimise la technicité. Les données, les praticiens qui remplissent ce dossier médical, qui considèrent très souvent d'ailleurs que c'est leur propriété, alors que c'est la vôtre, Madame Rial-Sebag nous l'a bien rappelé, sont quand même attachés au travail qu'ils ont fourni.
Et j'ai travaillé dans un grand hôpital universitaire du Grand Ouest, que je ne nommerai pas. Et à l'époque, j'étais directeur d'un pôle médical, enfin, d'un pôle d'information médicale, d'évaluation et de santé publique, et santé au travail d'ailleurs. Et j'ai pu mesurer, quand on parlait d'informatisation, de partage de la donnée, combien les praticiens étaient attachés à une certaine forme de propriété intellectuelle. Je sais qu'on a cheminé depuis, et dans maintenant un entrepôt de données de santé du Grand Ouest, j'ai compris, mais que c'est un travail de tous les instants pour fabriquer une culture commune, que maintenant la communauté soignante, j'ai envie de dire, et notamment médicale, a compris que des données éparses, ça ne servait pas à grand-chose, à part soigner les gens, ce qui a quand même son importance. Mais pour la recherche, il fallait avoir d'abord des questions, des bonnes questions, réfléchir aux données qui étaient nécessaires et partager ces données, rien que ces données d'ailleurs. Et avec cette culture, partager avec les patients, à ce moment-là, on se dit que, effectivement, la donnée qu'on collecte pour le soin peut avoir une finalité de recherche, et à ce moment-là, on la collecte différemment. Bon, je sais bien que le monde n'est pas idéal, et malheureusement, le temps est compté, mais l'idée est celle-là: pour avoir des données de qualité, il faut d'emblée avoir pensé son utilisation possible, et dans un cadre sécurisé qui respecte ma propriété intellectuelle. Et voilà, tout ceci, vous avez compris que c'est de l'organisation. Après, évidemment, que les données soient importantes pour les chercheurs, et notamment quand on se situe dans le cadre de travaux d'épidémiologie, que ce soit des cohortes, que ce soit des registres des cancers. J'ai été responsable d'un registre pendant de nombreuses années. Je sais un peu de quoi on parle. Et je mesure encore une fois, et je souligne la technicité du travail de gens qui sont dans l'ombre, sans lesquels on n'a pas de données de qualité, et donc de données qui ont une vraie valeur pour une production de connaissances. Ben, je rappelle simplement, puisqu'on parle de valeur, que là, il faut parler de coût, et qu'il y a un coût de production de la donnée par des gens formés, qu'il y a donc un coût humain, que forcément ces gens, il faut les payer, toujours trop peu, mais c'est un coût financier, et puis il y a la production de la donnée, il y a le stockage, il y a le traitement, donc toutes ces chaînes a un coût, et il faut savoir la valeur qu'on lui accorde pour savoir si on paye le juste prix, j'ai envie de dire. Et puis après, la valeur, c'est ceux pour qui utilisent les données. Alors, vous savez qu'ils sont multiples. Il y a les gestionnaires qui notamment utilisent ces données qu'on appelle médico-administratives, que ce soit le programme de médicalisation des systèmes d'information dans les établissements de santé, que ce soit le système d'information d'assurance maladie sur les prestations dont nous bénéficions, qui sont codées et qui permettent de connaître du mieux possible les, entre guillemets, prises en soin. Et évidemment, tout ceci a une finalité, il faut que je me rapproche du micro, pardon, c'est celle d'optimiser les soins collectivement, mais avec, on peut l'espérer, des retombées individuelles. Alors, je vous l'ai dit, l'intérêt pour les chercheurs, c'est de produire des connaissances nouvelles. J'ai la naïveté en tant que professeur d'université que produire des connaissances, c'est important en soi, et c'est important pour améliorer la marche du monde. Et puis après, il y a des tas d'autres gens pour qui les données sont importantes, donc elles doivent avoir de la valeur. Et j'ai commencé justement par cette citation d'un directeur de start-up informatique. C'est pas pour le stigmatiser lui, ça n'a évidemment aucun sens, parce que évidemment mon propos n'est surtout pas une attaque ad hominem. Cet homme, je l'ai croisé dans une revue de presse, il y en a probablement des tas d'autres qui pensent comme lui, donc je l'ai pris comme exemple. Mais voilà, vos données m'intéressent, mais finalement elles ne valent pas si cher que ça, puisque il faut que je fasse tout le boulot derrière. Bon. En filigrane, si c'est moi qui fais le boulot derrière, je ne vais pas vous les payer très cher. Du coup, c'est quoi le bon coût d'une donnée? Je terminerai par ça.
Après, bon, il y a les fameuses GAFAM, dans lesquelles je vous confesse ne pas avoir une confiance absolue. Et puis il suffit de lire encore cette fois la page de garde d'un grand quotidien du soir pour avoir une idée de ce à quoi je pense. Et puis il y a l'industrie pharmaceutique. Évidemment, on ne peut pas se passer de l'industrie, mais l'industrie elle-même a besoin de données de qualité et de protocoles de qualité. Alors, du coup, quand on se dit tout ça, on se dit que les données ont potentiellement de la valeur, et tout dépend de l'utilisation à laquelle on pense. Mais globalement, il y a deux grands types de données. Il y a les données de recherche qui sont produites, entre guillemets, dans les règles de l'art, c'est-à-dire celles qui ont une finalité de production de connaissances. Bon. Encore une fois, cohorte, registre et tout autre dispositif épidémiologique ou scientifique autre d'ailleurs. Hein. Et puis il y a ces fameuses données de routine que l'industrie pharmaceutique qualifie de vie réelle, mais la haute autorité de santé aussi, hein, et qui sont recueillies soit dans le cadre du soin, et là elles sont censées être protégées, et elles sont protégées par le secret médical et professionnel. Mais elles sont protégées par le secret médical et professionnel dans le cadre du soin. Il faut bien garder en tête que ces données ont été collectées sous condition de respect du secret et de respect ultérieur de ce secret. Bon, je ne vais pas faire un cours de droit que je serais bien incapable de faire, bien évidemment, et Mme Rigal-Sebag pourrait répondre à d'autres questions. Et puis après, il y a les données collectées à des fins de gestion, et encore une fois, qu'elles soient hospitalières ou des assurances maladie, mais enfin, essentiellement notre assureur principal, disons, la branche maladie de la sécurité sociale. Pourquoi faire cette distinction? Parce que les régimes juridiques sont radicalement différents, et il me semble que de ce fait, la valeur, c'est-à-dire au sens de validité des données, donc la confiance que vous pouvez accorder à ces données varie, dans la mesure où, dans le cadre de la recherche, il y a un encadrement éthique et juridique et technique. Voilà, on oublie un petit peu trop la sécurité des données. Et vous avez compris que c'est un filigrane de mon discours quand même, aussi. Eh bien, voilà, tout ceci est vérifié par des comités ad hoc, dans lesquels les scientifiques sont fortement représentés. Et ce qui n'est pas le cas des données de routine, puisqu'elles sont récoltées au fil de l'eau. Elles sont d'ailleurs considérées comme sortant du cadre des traitements à caractère personnel dans le domaine de la santé. Je cite, parce que je ne parle pas que de la santé publique de manière native. Mais quelles que soient les données, l'enjeu qui se fait jour de plus en plus clairement, c'est que la donnée a une valeur qui dépend du temps. Et ça veut dire que de plus en plus, on est amené à réutiliser des données. Et si vous avez confié des données dans le cadre du soin, eh bien, on peut imaginer que vous souhaiteriez savoir si elles sont utilisées à d'autres fins. Pour ça, il faut qu'on vous le dise. Et les procédures d'information sont probablement perfectibles. Bon, et la question se pose, va se poser quand des catalogues de données consistants vont être au registre du Health Data Hub, parce que là, les questions de croisement multiplient les questionnements éthiques. Alors, encore une fois, les données n'ont de valeur qu'à certaines conditions. En recherche, je vous l'ai dit, elles ont été produites de manière à être les plus fiables possibles, mais elles ont d'autres qualités. Par rapport aux bases de données de routine, c'est qu'elles sont plus précises. J'ai parlé de granularité. Donc du coup, ça permet de mieux caractériser des sujets d'intérêt, c'est comme ça qu'on dit, pardonnez-moi, pour des études, pour la production de connaissances, encore une fois, que ce soit pour l'optimisation du système ou pas. D'ailleurs, la précision de ces données
Je pense à la cohorte Constance, puisque nous avons auditionné ses responsables, y compris les responsables de l'association des volontaires de Constance. Eh bien, cette précision permet d'étalonner des algorithmes d'identification de sujets à partir de données plus frustes, mais multiples, dans les bases de l'assurance maladie, par exemple. Donc cette précision permet d'affiner les traitements statistiques, de maîtriser des biais de sélection, de classement, je ne veux pas rentrer dans ce détail technique. Hein. Ce dispositif a aussi un intérêt et a une valeur toute particulière parce que ces données de recherche sont produites avec des personnes volontaires pour participer à la recherche. Alors, elles disent très bien d'ailleurs qu'elles sont volontaires pour participer à la recherche, pas dans n'importe quelle condition, à condition que ce soit avec un partenaire de confiance. En l'occurrence, c'était l'INSERM, enfin ça peut être Curie, bien évidemment. Et à des fins d'intérêt général, et ceci nous a été profondément souligné. Alors voilà, c'est pas moi, là, cette fois, qui tient une parole restrictive, c'est des représentants de volontaires participant à la recherche, et qui vous disent très clairement qu'ils doivent être informés des réutilisations ultérieures, et qui sont pas d'accord, ou s'ils estiment qu'un protocole est trop intrusif pour eux, ils disent non, stop, je veux pouvoir me retirer. Bon, je sors peut-être un peu du cadre, mais je vous assure que c'est formidablement important. Et puis ces données sont produites par des équipes, et si on transfère ces données à d'autres équipes, ont-elles la même valeur ? Une donnée n'a de valeur que si elle est manipulée par quelqu'un qui en connaît la valeur, c'est-à-dire les conditions de production et d'interprétation. Ça va, j'ai encore... Oui, encore quelques minutes. Ah oui, 13 minutes, c'est formidable. Bon, et puis pour passer sur le deuxième plan de cette planche, des données de qualité, c'est formidable. Si elles restent dans un tiroir, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Mais, donc, une donnée de qualité, c'est une donnée utilisée. D'ailleurs, il est souvent usuel de dire que la qualité des données s'améliore avec l'utilisation de ces données. Et c'est assez compréhensible, je pense. Mais donc, du coup, des données de qualité, ça ne peut alimenter que des traitements, c'est comme ça qu'on dit techniquement, de qualité. C'est-à-dire des protocoles qui spécifient clairement quel est l'objectif de production de connaissances, qui déterminent la nature des données nécessaires, et je rajoute, et suffisantes, car là je parle RGPD, c'est-à-dire Règlement général de protection des données, le règlement européen, mais conforté, vous le savez, maintenant, depuis la semaine dernière, par le Code de la santé publique. OK pour partager des données, pas dans n'importe quelle condition, évidemment pseudonymisé, si c'est anonymisé, c'est encore mieux. Mais à condition que ce soit les données dont on a besoin et seulement les données dont on a besoin. Si vous voulez, ça paraît simple, mais pour juger de cette adéquation, c'est-à-dire de la pertinence du jeu de données qu'on va mobiliser pour produire tel type de connaissances, il faut avoir une formation, simplement, de formation à la recherche, et notamment épidémiologique et ou biostatistique. Donc, et ça, donc du coup, pour établir le protocole, il faut être formé, et pour juger du protocole, il faut être formé. Et voilà, je fais partie de ceux qui insistent très fortement sur la nécessité d'une évaluation scientifique des protocoles d'utilisation des données, parce que si ces données ont de la valeur, il ne faut pas en faire un usage inadapté. Alors, c'est peut-être ce qui peut contribuer à la lourdeur. Il faudrait regarder de près. Parce que peut-être que cette lourdeur actuelle tient au moins autant à l'absence d'investissement suffisant
dans l'ensemble de la chaîne de production, dans l'acculturation de l'ensemble des participants aux questions que ça pose, à l'anticipation du coup des difficultés juridiques, techniques, éthiques qui peuvent se poser. Et en clair, dans un organisme de recherche comme l'INSERM, la déléguée à la protection des données nous a expliqué comment elle avait réussi à accélérer les procédures en lien direct avec la Commission nationale informatique et liberté. Alors tout ceci, c'était une énergie colossale, colossale parce qu'il n'y a pas assez de gens pour s'en occuper, mais c'est très probablement faisable avec un investissement suffisant. Si on croit effectivement qu'il y a un trésor, ben à ce moment-là, il faut mettre les moyens qu'il faut pour traiter le trésor. Alors ça, c'est une longue citation du président du comité d'éthique de l'INSERM que vous n'allez pas parcourir, mais en gros, qui dit que voilà, c'est un gisement, mais qui est un gisement couvert par le secret médical et assez vulnérable du fait de risques d'accès éventuellement détournés. Et Hervé Schneeweiss parle de manque de formation du public au sens de ces données, à l'opacité des algorithmes utilisés pour les obtenir. Là, je ne voudrais surtout pas que mon propos soit interprété comme de la provocation. Je sais que je dois encore investir ce champ, et c'est au programme de mes 6 prochains mois, dans l'intelligence artificielle. Mais je sais d'ores et déjà que la question de l'explicabilité des résultats des traitements à base d'intelligence artificielle est une question qui se pose. Bon, mais surtout, ce sur quoi je voudrais terminer, vous avez bien compris qu'en filigrane, la valeur des données repose sur la confiance établie entre ceux qui les fournissent et ceux qui vont s'en occuper, et que cette confiance, ça suppose la transparence, et la valeur des données a un coût. Et il faut investir dans cette transparence, information initiale sur la collecte, information sur les utilisations. Et ça veut dire, pour anticiper sur la réponse à des questions qui étaient posées, participation des personnes concernées, alors disons notamment des représentants d'associations de malades, à la gouvernance de l'ensemble de ces dispositifs. Et c'était une de leurs revendications les plus pressantes lors de l'élaboration du décret. Et je crois savoir qu'ils sont à moitié satisfaits des modalités qui ont été retenues. Encore une fois, on a tous intérêt à avoir des données de qualité. C'est ça qui leur confère la valeur pour les nombreuses parties prenantes. C'est une condition de recherche durable et responsable qui nécessiterait presque des démarches participatives et qui ont lieu dans certains dispositifs de recherche, mais ça suppose qu'on y met les moyens. Et du coup, si on y met les moyens, quel partage de la valeur, et notamment entre public et privé, puisque vous avez bien compris que ceux qui ont des velléités légitimes d'utilisation de données qui ont été produites avec l'argent public, il faut arriver à une transaction qui aboutisse à un prix juste. Et rappelons-nous que les prestataires soient publics ou privés, l'important c'est que les données de santé servent à l'intérêt public. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été assez clair. 20 minutes, 17 secondes, là, mesdames. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Lombrail. Alors, je ne vois pas de main se lever ou de commentaires. Qui veut se jeter à l'eau? Bon, sinon il va falloir... Il y a une main levée? C'est un fidèle, voilà, qui assiste donc depuis le premier séminaire, voilà. Donc Cyril,
Je vous en prie, posez votre question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Il fallait que quelqu'un se lance, donc je me lance. Vous avez dit dans votre intervention que ce qui comptait, ce qui était important par rapport à la valeur de données, c'était la confiance. Tant la confiance entre ceux qui vont le donner, enfin distribuer leurs données, et ceux qui vont les utiliser. Par contre, ça va être très compliqué, parce que si on regarde vis-à-vis du gouvernement, comment peut-on avoir confiance quand le dernier papier qui sort sur l'espace numérique de santé nous dit que, contrairement au DMP, on pourra, nous, patients, rentrer des données, alors qu'ils nous disent que sur le DMP, seuls les professionnels pouvaient le faire, ce qui est absolument faux. Donc à partir de là, si on raconte des blagues sur le début, je ne vois pas comment la confiance va pouvoir se créer. Je suis censé répondre. Écoutez, merci pour votre intervention, parce que je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. Il y a un enjeu majeur de communication, mais j'ai envie d'employer un autre mot, de sincérité de la communication. Parce que effectivement, je suis, alors d'abord, choqué comme vous, mais surtout, je suis inquiet. Parce que si on commence à communiquer sur ces bases, c'est-à-dire en ne disant pas tout, on pourrait dire en prenant les gens un petit peu pour des ânes, on se trompe de siècle. Alors c'est peut-être vrai pour certaines catégories de la population qui ne voient pas trop, mais justement ce sont celles qui sont les plus craintives et qui ont le moins de possibilités de se défendre. Donc à la fois c'est très imprudent en termes de qualité de données futures et de qualité de la relation déjà soignant-soigné et dans le cadre des dispositifs de recherche. Mais en plus, je pense que c'est éthiquement profondément discutable. Merci. J'ai une question. Il me semble qu'il y a une permanence dans... puisqu'on est autour de la valeur des données de santé. Vous avez répondu avec trois points. La première, quelle valeur pour mes données à moi. Ça marche pas. Ou alors nous échangeons. Non, c'est bon. Donc sur mes données à moi, il me semble qu'il y a une... Le micro ne fonctionne pas. Il faut changer de micro. Celui-là fonctionne. Oui, peut-être gardez-le, Pierre. Merci. Je reviens sur ma question à propos de la valeur qu'on m'est donnée. Donc il y a plusieurs points. Il y a celui qui, qui donne les données, c'est-à-dire moi, enfin nous. Il y a celui qui met en forme les données, ça prend du temps, c'est un travail. Et puis il y a celui qui les utilise. Celui qui les utilise, c'est un petit peu à part. À la limite, il bénéficie, il pourrait payer ces données. Donc c'est un petit peu à part, c'est une vision un peu consommateur. Mais sur le premier point, moi je trouve qu'il y a une certaine tension entre deux dispositifs législatifs. Je pense à la non-patrimonialité du corps humain. Notre corps ne nous appartient pas, on ne peut pas le vendre, c'est inscrit dans le Code de santé publique, non-patrimonialité du corps humain. Et puis, quelque chose qui va dans l'autre sens, c'est le droit à l'image, où on peut donner ces données, on en fait quelque chose, mais ce quelque chose, et je pense en particulier aux données génétiques, génomiques, eh bien c'est encore soi, puisque ce sont des données, c'est une sorte d'image, on peut parler d'avatar, de jumeaux numériques, mais c'est toujours soi. Et donc, ces données qui sont générées s'inscrivent plutôt dans celle du droit à l'image, mais en même temps, on nous dit au départ qu'on n'a pas, notre corps ne nous appartient pas. Je trouve qu'il y a une espèce de tension, une antinomie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de réflexion ? Ça m'inspire que je serais heureux d'entendre Emmanuel Rialsebag répondre à la question. Mais en tout cas, bien sûr, il y a cette tension. Notre corps ne nous appartient pas. En tout cas, nous n'avons pas le droit d'en faire commerce.
Et c'est là peut-être que vous pouvez vous dire, au bout de la chaîne, il y en a qui vont en faire une utilisation certes technique, mais qui ont pour métier de vivre de la commercialisation des outils qu'ils vont fabriquer, en clair des algorithmes qui auront été entraînés sur la base des données que nous aurons fournies. Donc là, sur un plan juridique, je suis absolument incapable de répondre. En tout cas, sur un plan entre guillemets éthique, il me semble qu'il ne serait pas éthique de nous priver collectivement de bénéfices potentiels, alors dans l'amélioration du fonctionnement du système ou de la mise au point de techniques de soins, si ceci peut être réalisé dans des conditions claires, et encore une fois, de partage de l'information. En clair, si je suis tranquille sur la finalité, ce qui n'est pas la même chose que je suis pas tranquille sur le prix que je ne connaîtrai jamais, que va facturer le prestataire à je ne sais pas très bien quel bailleur de fonds. Mais si on met ça de côté, qui est quand même une question énorme, et vous connaissez probablement la difficulté qu'ont eu les associations de patients en rentrant dans les dispositifs où on discute de choses sérieuses, pas comme nous, on discute de prix des médicaments et des dispositifs médicaux. C'est-à-dire que la transparence de ces mécanismes de fabrication des prix, qui devrait s'asseoir sur une juste évaluation des coûts et une évaluation du retour sur investissement que je comprends parfaitement. Si j'étais au clair là-dessus, et je ne le suis pas, mais si vous voulez, malgré tout, il faut avancer. Et si c'est pour produire de réelles innovations thérapeutiques, par exemple, je serais prêt à prendre des risques, mais je suis prêt à prendre des risques à partir du moment où je suis très clairement informé de ce à quoi je participe et que j'ai le droit de dire non, de ne pas participer, si j'estime que les conditions, on va dire, de sécurité de l'utilisation de mes données ne sont pas réunies. C'est ma réponse aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, il faudrait voir le point de vue du juriste et puis le point de vue d'un économiste pour de vrai. C'est-à-dire comment on évalue effectivement la valeur des différentes étapes de la chaîne d'information qui vont de... j'ai une consultation à l'Institut Curie qui fait l'objet d'un recueil de données qui vont se retrouver ailleurs, qui vont faire l'objet d'une réutilisation potentiellement de qualité, qui vont aboutir à la commercialisation d'un produit, d'un dispositif, que sais-je. Et voilà, ça coûte combien à chaque étape, je dois imputer quel coût à qui. Là, il y a du travail, je pense. Très bien. Merci. Peut-être d'autres. Je ne vois pas. Moi, je n'arrive pas à bien voir les mains. Isabelle. D'accord. Alors peut-être je me permets, un commentaire. Vous avez fini. Les données de santé servent le. Qu'est-ce que j'ai noté? Excusez-moi. J'ai dit l'intérêt public parce que je cite le titre d'une tribune publiée dans un grand journal du soir. D'accord. Je trouve que c'est bien. Enfin, on pourrait retenir les données de santé doivent tendre à servir l'intérêt public. Ma citation est exacte. Bon, je dirais que, il me semble que c'est peut-être ce vers quoi on doit aller, et on a la notion à ce moment-là de, je dirais, de concept de bien commun. On parle beaucoup de bien commun, et voilà, peut-être c'est ce qu'il faut, je dirais, promouvoir, tendre vers ce. Je vous suis volontiers, mais vous avez pu vérifier dans certaines pandémies ce qu'il en advient en matière de production de vaccins, par exemple. Et la notion de commun n'est pas une notion commune à tous les acteurs économiques.
ce sont des sujets. Les vaccins, c'est peut-être encore autre chose. Mais... Oui, mais enfin, si vous voulez, enfin là on n'est plus dans le cadre de ce débat. Mais enfin, on peut parler de médicaments et on peut parler d'accessibilité du médicament dans les pays du Sud. Alors, quand ils existent, parce que quand on développe des médicaments au Nord, c'est pour des malades plutôt du Nord et éventuellement du Sud s'ils sont solvables. Mais c'est pas pour rien qu'une initiative comme Drug for Neglected Disease existe. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas être naïf, et je pense que personne de autour de cette table dit dans l'assistance. À un moment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et il faut bien le trouver. Et si l'argent public n'est pas suffisant, ça sera de l'argent privé, éventuellement ceux de philanthropes. Bon, et on pourrait déjà discuter de la place de la philanthropie. Est-ce qu'on doit compter sur la philanthropie pour soigner les pays du Sud et voir certaines personnes dans les pays du Nord? Et voilà, je vous ai dit, j'étais président du conseil d'administration d'Épicentre, pardonnez-moi, donc on s'intéresse aussi aux personnes à la rue dans notre pays. Quelle est la valeur des personnes? Je ne vais surtout pas rentrer dans ce débat-là. Enfin, plus avant. Pour revenir sur nos données, à nous, la donnée de chacun, finalement, nous sommes un citoyen. On a des données, on peut refuser, c'est notre droit, on peut refuser de l'utilisation de nos données. Ça n'aura probablement aucun impact, sauf si tous les citoyens le refusent. Parce que si l'essentiel refuse et quelques-uns refusent, ça ne sert à rien. Mais je dirais que peut-être le refus d'une personne peut se comprendre sous l'angle de la protection. Je pense qu'une des raisons, souvent, de refuser quelque chose, c'est de ne pas se mettre en danger. En disant, je ne donne pas mes données parce que je ne veux pas être éventuellement source de discrimination. Et c'est là où la notion, je pense, de confiance, de transparence, de sincérité, qui est évoquée, que dans tous les webinaires précédents, ça a été évoqué. Et c'est effectivement, je pense, non seulement ce n'est pas des mots-clés, c'est une dynamique clé essentielle pour, il me semble, construire, en réunissant un grand nombre de données, une espèce de bien commun, dont après l'utilisation ne devra pas être finalement privatisée. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Oui, ce vers quoi il faudrait tendre. Voilà, parce que je suis évidemment totalement en phase avec ce discours. Je dois pouvoir dire non. Bon, voilà, c'est depuis tout petit jusqu'à mon docteur, et en tout cas vis-à-vis de l'utilisation de mes données. Ça, c'est une règle de base. C'est d'ailleurs écrit en tout petit sur les comptes rendus d'hospitalisation de beaucoup d'hôpitaux, ou de consultations d'ailleurs. Bon, tellement petit qu'on ne le lit pas. Mais donc, on a le droit de se retirer. J'ai la faiblesse de penser comme vous que peu de gens feront cet effort. Au passage, dans l'accord de Constance, pour donner un exemple, la chose se produit et les responsables de cette cohorte en sont très heureux parce qu'ils en font l'évaluation de la qualité d'un dispositif d'information. Sous-entendu, informer, c'est une affaire très sérieuse qui prend du temps. Et il faut vérifier qu'effectivement, on est reçu et qu'on est compris. Donc, au passage, ça veut bien dire que la question que vous posez est une question qui se pose dans le monde de la recherche, mais par des gens, si vous voulez, qui ont déjà fait la démarche d'eux, quoi. Donc, on va dire qu'ils sont plus particulièrement sachants en la matière. Mais ils nous disent que c'est peu, et encore une fois, c'est un gage de qualité. Je fais le pari comme vous que ça sera peu, du fait de la difficulté des procédures qui permettraient d'obtenir le retrait de nos données dans l'ensemble des dispositifs qui vont se mettre en place, et ça, on peut le regretter. Mais je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des mouvements un peu plus coordonnés et segmentaires qui
dans ce cas, mettent en péril la représentativité d'ensemble de l'édifice. Je ne me réfère à rien de particulier, mais je pense que le monde associatif est parfaitement en capacité d'organiser des mouvements de cet ordre. Donc, on a tout à perdre à ne pas jouer la transparence. Tout à perdre. Et comme ça a été dit, bon, pour le moment, on peut faire mieux, quoi. D'autres interventions? Questions? Est-ce qu'il a relevé la main? Oui, tout à fait. Alors, Cyril. Donc, vous avez mis tout à l'heure un warning contre les GAFAM. Je suis tout à fait d'accord, mais comment va-t-on pouvoir y échapper quand on sait que Doctolib, typiquement, utilise l'algorithme d'Amazon pour crypter ses données, quand on sait que de plus en plus, toutes les applications sont numériques, que toutes les startups sont des e-santé, qu'elles sont toutes sur forcément ces réseaux-là et que ces réseaux-là sont contrôlés de quasiment 100% par les GAFA, est-ce qu'il y a vraiment un moyen d'échapper au contrôle des GAFAM? Ou c'est de la pure utopie? Eh bien, écoutez, il y a peut-être une réponse, et qui avait été explorée lors du rapport de préfiguration du Health Data Hub. Ça s'appelle le Centre d'accès sécurisé aux données. En clair, on y trouve un ensemble de collections de la statistique publique. Alors, c'est des données anonymes, mais on y trouve aussi les données des impôts. On y trouve les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc là, des données individuelles hautement sensibles. J'ai la faiblesse de penser que l'administration des impôts est assez regardante sur les données qu'elle collecte, enfin j'espère, l'utilisation qu'elle en fait. Donc l'argument a été, mais je ne suis pas dans le secret des décisions, hein. L'argument semble avoir été, ouais mais ça ne va pas aller assez vite, ils ne vont pas tenir la charge. Ils ne vont pas tenir la charge si on n'y met pas les moyens. Peut-être qu'ils ne tiendront pas la charge. En tout cas, pour le moment, il y a voilà, au moins un dispositif public non chien, qui existe, qui continue à fonctionner. Alors voilà, on est un petit peu poil à gratter, hein, et donc nous l'avons éditionné comité d'éthique de l'INSERM, à la personne de son directeur, voilà. Et qui nous a raconté sa petite affaire. Et sa petite affaire, c'est dans un lieu très protégé du niveau de la sécurité militaire. Vous n'y entrez pas comme ça. L'accès aux données se fait avec un contrôle biométrique. Sous-entendu, il faut demander la permission à travers une box spécialisée. Vous mettez votre carte et votre carte elle contient votre empreinte. Enfin, si vous voulez, bon, donc des gens qui savent ce que c'est que la sécurité des données, qui entreposent des données parmi les plus sensibles qui puissent exister, ça existe. C'est bizarre, c'est pas les GAFAM. Bon, mais ne me demandez pas où est l'erreur, hein. Mais en tout cas, cette inéluctabilité de ces GAFAM qui ont le savoir-faire, si vous voulez, la sécurité de Thales et le savoir-faire de Google, bon, ça fait un peu trop marketing pour moi. Mais là, je m'avance sur un terrain où ma technicité est trop limitée, et là, c'est le citoyen qui parle. Merci. Je pense qu'on arrive à la fin, Elisabeth. Oui, on arrive à peu près à la fin. Non, mais sur cette belle parole, c'est le citoyen qui parle. Ah oui, oui, formidable. Peut-être petit mot de conclusion, Elisabeth, pour ces... Un petit mot de conclusion. Écoutez, ce webinaire et les 4, voilà. Les 4 webinaires, on arrive au terme. C'est vrai qu'en fait, l'idée de ces 4 webinaires était de donner à voir les questions qui entouraient l'usage des données de santé. On est dans le cadre de la formation que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure, formation du public, des patients, que les personnes concernées puissent s'emparer de ces questions-là. Formation, dialogue, échange. C'était l'objet. Donc, l'objectif pour nous,
c'est de poursuivre la réflexion que nous avons initiée dans le cadre du groupe de démocratie en santé sur l'implication des patients dans l'utilisation de leurs données génomiques en recherche. Donc cette réflexion-là va se poursuivre. À cette occasion, on se permettra peut-être de revenir vers vous, qui avez participé plus ou moins activement à cette série de webinaires. Notamment, nous avons en tête l'idée d'organiser dans l'année 2022 un symposium avec l'objectif de pouvoir inviter les différentes parties prenantes, notamment des tutelles, et éventuellement discuter de ces questions-là à plus grande échelle. Donc si j'ai encore quelques mots, j'aimerais bien juste prendre 2 minutes pour remercier aussi 4 personnes qui nous ont beaucoup aidés et qui sont en quelque sorte un peu à l'origine de cette série de webinaires. C'est Françoise Appiou, qui est membre du comité de patients de l'Institut Curie, Laure Guérou-Acolas, qui est fondatrice du réseau Patients Réseau, Patrice Marvan, également membre du comité de patients de l'Institut Curie, et Stéphanie Dogno, qui est membre de l'association APAISIC, en charge des enfants dans le domaine de l'oncologie à Curie. Et en fait, ces 4 personnes ont été un peu initiatrices de cette série de webinaires. Ils sont représentants de patients, membres du comité de démocratie en santé du CIRIC. Et voilà, on les remercie de tout cœur pour leur aide sur l'organisation et le fait d'avoir été à l'initiation de cette rencontre. Voilà, et donc je vous rappelle qu'il y a un petit questionnaire sur vos attentes. C'était vos attentes pour ces 4 webinaires, mais ce questionnaire reste d'actualité. N'hésitez pas à le remplir. Et puis, très probablement, nous vous adresserons aussi un questionnaire de satisfaction sur ces webinaires, et de satisfaction, mais avec l'idée, bien sûr, que vous ayez apporté vos critiques et vos propositions d'amélioration pour peut-être d'autres interactions de ce type. C'est une nouvelle sollicitation, mais on se permet d'insister. Elle sera très courte, mais c'est vraiment très important pour nous parce que ça nous permet d'évaluer justement l'intérêt de ces actions. Eh bien, merci beaucoup, et puis j'espère à bientôt. Merci. À tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.